Allez, on passe à la pauvre université avec Michael Benzaki, Pierre Bequens, Gérard Friedlander, et le débat sera animé par Antoine Flao. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Michael Benzaki. On a la chance d'avoir un interne de santé publique qui va être ici un peu l'expression aussi de ce sentiment des étudiants dans l'université, la parole des étudiants, mais aussi les lignes rouges qu'on ne pourrait pas franchir dans nos universités et celles qui seraient bienvenues de franchir. Pierre Bequens, qui est gynécologue de formation, mais aussi professeur de santé publique et doyen de l'école de santé publique de Tulane, de l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans, qui est une des universités dans le top 60, AAU, comme on dit, aux États-Unis, et qui est aussi d'ailleurs le président du consortium des universités de santé globale, donc avec une très forte sensibilité de santé globale. On est très proche, Pierre, sur ce point aussi. Et puis, Gérard Friedlander, qui est néphrologue de formation et doyen de la faculté de médecine de Paris-Descartes, donc une qui doit être dans le top 5 des facultés de médecine en France. Et voilà. Alors, on a deux modèles, il y a vraiment deux modèles très, très profondément différents d'université. On a le modèle, on peut dire, européen, peut-être la Grande-Bretagne un petit peu à part, comme souvent, et puis le modèle nord-américain. Le modèle européen, c'est un modèle où les droits d'inscription sont extrêmement bas et où l'État c'est un modèle d'université publique où l'État est extrêmement partie prenante, en tout cas dans son financement. Et puis le modèle nord-américain, qui est un modèle qui associe d'ailleurs du public et du privé, où les droits d'inscription sont beaucoup plus élevés, assez proches d'ailleurs de ce que représente le coût d'un étudiant pour une année, et les modes de financement aussi très profondément différents, avec une culture des alumni, une culture des donateurs, et peut-être une participation de l'État, on verra, tout à fait des États, tout à fait différentes selon les universités et peut-être selon les États. Alors, le modèle européen, je dirais, la France l'a adopté à bras ouverts et en mettant des droits d'inscription extrêmement faibles. Mais comment on peut financer cette université ? On va donc donner la parole déjà à Gérard Friedlander pour savoir quel est le statut, parce que finalement, on dit toujours l'enseignement supérieur doit être au cœur aujourd'hui de nos priorités au niveau national. Donc l'État doit être extrêmement engagé. L'État a essayé de mettre des universités autonomes. Donc maintenant que vous êtes autonome, pourquoi vous plaignez-vous ? Puis en plus, il y a eu des initiatives d'excellence, beaucoup de financement, une dotation de l'État qui est importante, un gros effort. On a beaucoup d'impôts en France. Qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi, Gérard ? Merci. Alors, l'université, je ne sais pas si elle est pauvre, elle coûte, ça c'est sûr, et ceux qui y sont ont une impression souvent de frustration et en tout cas de manque de liberté. Donc je veux rebondir sur cette dernière assertion, c'est-à-dire, mais après tout, les universités sont autonomes, de quoi se plaignent-elles ? Mais elles sont autonomes, et quelle est leur marge de manœuvre ? Eh bien, leur marge de manœuvre, quand on regarde bien, elle est formidablement faible, puisqu'elles n'ont ni la capacité d'orienter, je ne veux pas utiliser le mot sélectionner, leurs étudiants, ni de fixer leurs droits d'inscription, ni de mener une politique, je dirais, proactive de valorisation. Je veux dire par là qu'il y a un aspect et qui participe à l'inéquité qu'on met trop souvent à part, c'est le patrimoine immobilier. Vous prenez, je vais faire du parisianisme, mais vous prenez deux universités qui se connaissent bien, qui sont traditionnellement en compétition, qui sont Paris-Descartes, la mienne, et l'université Pierre et Marie Curie. L'université Pierre et Marie Curie vient, j'allais dire,
de recevoir, non pas d'acquérir, mais de recevoir en pleine propriété quelques centaines de milliers de mètres carrés, c'est le campus Jussieu, entièrement refait à neuf grâce à l'État, grâce à des plans campus, grâce à des investissements considérables, plusieurs milliards d'euros, et donc jouit d'un patrimoine immobilier flambant neuf. Prenez Paris Descartes, des sites de facultés de médecine dont certains sont dans un état que je vous suggère d'aller regarder en prenant des photos, une faculté de pharmacie qui tombe en ruine et un parc immobilier qui est misérable et pathétique. Ça participe à l'inéquité. Et quand une université avec un patrimoine immobilier en très mauvais état cherche à le financer, elle a le plus grand mal à le financer parce qu'il n'y a pas de partenariat sur ces aspects-là. L'argent ne vient que de l'État. Donc, une université autonome, oui. J'allais dire, la loi sur l'autonomie des universités, ceux qui l'ont fait n'ont pas terminé le travail. Et terminer le travail, ça veut dire comment on passe, et on voit très bien qu'aujourd'hui, on essaye de grossir le périmètre avec ce qu'on appelle des communautés d'universités et d'établissements, des machins compliqués à gérer, et on en sait quelque chose, où il y a d'un côté des établissements, au hasard, Sciences Po, Langso, l'Institut de physique du Globe, et puis des universités qui n'ont pas les mêmes règles, qui ne jouent pas dans la même cour et qui n'ont donc pas le même jeu. Donc, moi, j'allais dire, essayons de terminer le travail, et ça fera partie des recommandations que je voudrais proposer à la fin du débat. D'accord, merci. Gérard, on va passer au modèle diamétralement opposé, parce que l'université de Tulane, elle est 100% privée. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez des dotations de l'État, des bâtiments flambant neufs qui peuvent vous être apportés par l'État. Alors, comment on fait dans une université 100% privée ? D'abord, on se plaint aussi. Hein. Donc, j'espère bien. Mes collègues passent leur temps à se plaindre des crédits de la recherche qui n'ont pas continué à augmenter comme c'était le cas avant. Les étudiants se plaignent de la dette qu'ils vont devoir accumuler pendant leurs études. Et les présidents d'université se plaignent des donateurs qui ne sont pas assez généreux. Mais moi qui vois ça encore en partie dans une perspective européenne, je trouve qu'on n'est quand même pas si mal. D'abord, pour moi, en tant que doyen, le financement de la recherche, qui est surtout fédéral, est central. Il dépend du dynamisme des chercheurs que je dois aller recruter dans d'autres universités pour avoir un team vraiment efficace et que je dois essayer de garder, parce que sinon ils s'en vont. C'est un financement qui est donné aux chercheurs, mais c'est de l'argent public fédéral. Et pour ces financements-là, l'université a à peu près 50% d'overhead. Donc on a là un financement important de l'infrastructure de l'université et des frais généraux. Si on arrive à rester compétitif, parce qu'il suffit que demain, les professeurs n'arrivent plus à avoir leur crédit de recherche ou qu'ils partent, et on se retrouve tout d'un coup dans une situation difficile. Donc, ce n'est pas stable. Ce qui est bien aussi, parce que ça veut dire qu'on peut très rapidement construire des pôles d'excellence en ayant recruté et en aidant les plus performants à avoir ces financements fédéraux. Donc, d'abord l'argent de la recherche, ensuite l'argent des frais d'inscription. Dans ma faculté, quelques étudiants ont une bourse, mais la grande majorité ont un prêt, et ils ont un prêt du ministère de l'Éducation nationale. Ce qui permet à tout le monde, quelle que soit leur histoire de crédit, d'avoir accès à ces prêts. Ils le repayeront quand ils travailleront. S'ils ne travaillent pas, ils ont des périodes de grâce. Mais ils accumulent pour un master en santé publique sans doute à peu près $100 000 de frais. Pour un doctorat en médecine, minimum $200 000, plus les frais. C'est une maison, donc il y a le prêt pour la maison, il y a le prêt pour les études. Mais le prêt est garanti par l'État, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un père ou une mère riche pour emprunter. Voilà. En tout cas, au niveau des études professionnelles, au niveau des 4 premières années, une partie de l'argent nécessaire sont des prêts garantis par l'État et une autre partie sont des prêts privés. Donc là, il peut y avoir un peu plus de
de différence. Mais au niveau de ce qui est mon monde, les masters et les doctorats, il y a un accès complet, avec un système qui permet beaucoup de flexibilité, permet beaucoup de choix aussi. Vous pouvez choisir une université publique qui sera moins chère et qui sera souvent excellente. Parfois, c'est difficile d'y accéder si vous n'êtes pas de l'État même. Vous pouvez choisir une université plus chère. La seule différence, c'est que vous aurez un prêt plus important après. Mais ça vous permet aussi de vivre si vous n'avez pas de travail, si l'économie est un peu lente. Ça vous pousse à faire des études puisque le prêt couvre aussi vos frais généraux de survie. Donc c'est un peu un système de chômage modifié qui vous donne une allocation que vous repérez après et qui vous donne une formation. Et ensuite, la troisième source de données, ce sont effectivement les donneurs qui sont d'autant plus généreux qu'on a été généreux avec eux, en pouvant leur donner des bourses qui ont fait qu'ils n'ont pas dû s'endetter de manière aussi importante et qui alors fait qu'ils veulent eux-mêmes être généreux. Donc, 3 sources de revenus. Oui, on reviendra sur les donateurs, puisqu'on entend que ce sont des anciens étudiants, des anciens élèves de vos universités Souvent, qui sont le plus souvent les donateurs. Je voudrais voir avec Michael, parce que dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une grande hypocrisie dans ce modèle qu'on appelle européen ou français de droit d'inscription gratuit, surtout dans le domaine de la santé, où on a l'impression qu'en réalité, ceux qui réussissent, ce sont justement ceux qui contournent le modèle public et s'offrent, lorsqu'ils le peuvent, lorsque leurs parents peuvent leur offrir, des cours privés parallèles qui sont pratiquement la seule voie pour avoir, d'une part, l'accès aux études de médecine et d'autre part, le concours de l'internat après. Quel est votre avis, Michael ? Déjà, tout d'abord, merci de m'inviter. Je suis effectivement étudiant pour encore quelques semaines, quelques jours. Donc, quelques jours près, on passait à côté. Déjà, j'ai un peu peur de voir un doyen de médecine qui n'ose pas parler de sélection. C'est-à-dire que vous avez commencé en disant « je n'ose parler de sélection », mais si un doyen de médecine ne parle pas de sélection, c'est quand même dangereux. Moi, j'en parlerai très volontiers de sélection. Bon, parlons-en. Déjà, quand on voit le combat homérique que mène la CPU, donc les présidents d'université, pour faire de la sélection en master, donc les ministres qui ne veulent pas parler de sélection, on parle d'orientation, enfin, c'est complètement invraisemblable. De quoi avons-nous peur ? Vous parliez des lignes rouges. On a peur de quoi ? Des organisations étudiantes ? Des syndicats ? Alors, il n'y a pas de syndicats parmi les étudiants, il y en a parmi les internes, mais l'UNEF, c'est combien de personnes ? 0,8% des étudiants. Ce qui fait peur, finalement, enfin, ce qui bloque les réformes des universités, c'est pas l'UNEF, c'est pas les étudiants, c'est la peur qu'on peut en avoir et la peur des politiques de ne pas aller au bout, parce que justement on aurait peur qu'il y ait un mouvement étudiant de ces 0,8%. Alors 0,8% des étudiants, ça fait quand même plusieurs milliers de personnes, mais c'est 0,8% des étudiants. Il y a l'expérience, le CPE, etc. Il y a quand même des expériences, y compris en Grande-Bretagne ou au Canada, où les étudiants viennent tous dans la rue si on augmente de 10% les frais d'inscription, non ? Oui, d'accord, mais à un moment donné, je ne vais pas me faire la parole, n'ayez pas peur. Comme disait Jean-Paul II, n'ayons pas peur d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que, et on l'a vu sur la loi travail, pour faire un exemple plus récent que le CPE, même si je me souviens du CPE à l'époque, mais sur la loi travail, c'était la guerre des insiders versus les outsiders. C'est-à-dire ceux qui avaient des diplômes disaient non, surtout on ne réforme rien, il ne faut pas bouger le marché du travail, et ceux qui n'ont pas de diplôme, finalement, ils sont restés en dehors. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le financement de l'université. Alors en France, c'est 90% par l'État. Voilà. On peut parler des frais d'inscription, on en parlera. J'étais un des rares, quand j'étais vice-président étudiant de l'université Paris Diderot, j'étais un des rares vice-présidents étudiants à être assez favorable à l'augmentation des frais d'inscription. Mais après, il faut voir le coût bénéfice-risque. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la part des frais d'inscription à l'université sur un budget d'université. 2%. 2%. Donc le choix politique, parfois, il est de dire, si on augmente les frais d'inscription, on va toucher sur 2% des revenus de l'université. Et finalement, est-ce que ça vaut le coup ? Pas des revenus, pas du budget. Oui, des income. Et donc, en France, on est 90%. En Angleterre, de mémoire, c'était autour de 40%. Et donc,
À un moment donné, il faut quand même se poser la question de comment est-ce qu'on équilibre tout ça. Le budget de l'État doit être maintenu, et comment on va trouver des financements en plus. Soit on augmente les impôts, il paraît que ce n'est pas forcément la mode, en tout cas ça l'est plus. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vendre des parts, ça a été fait par le passé, d'entreprises publiques. On vend 3% d'une grande entreprise à partie publique pour débloquer 5 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente des frais d'inscription. Très bien, mais comment est-ce qu'on les finance? Est-ce que les étudiants doivent avancer ces frais d'inscription? On peut penser justement, il y a eu des expérimentations et ça se fait aux États-Unis. Je vous rassure, c'est pas de moi. Il y a des personnes très très intelligentes qui ont réfléchi sur le sujet en disant, ben voilà, il faut qu'il y ait un organisme, soit une banque privée, soit une banque publique, qui avance les frais. Et puis derrière, l'obtention d'un master, globalement, c'est 30-40% de salaire en plus sur les revenus par rapport à ceux qui n'ont pas ce type de diplôme. Donc on peut, voilà, c'est un investissement et donc on peut finalement payer ses droits d'inscription petit à petit et on solderait le tout au moment de la retraite. Par des prêts garantis. Voilà. Et donc des modalités de financement, ça existe. Il ne faut pas avoir peur, il faut être assez innovant et dire un petit peu les choses. Si on veut être aussi moteur, alors on a quelques universités dans le top 10, top 100 des universités mondiales, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant, il faut oser certaines choses. Alors Gérard, tu voulais rebondir là-dessus, puis après je te poserai des questions à propos de nos chercheurs. Pourquoi on ne peut pas avoir l'argent de la recherche comme à Tulane? Oui. Alors, je veux rebondir là-dessus. On ne va pas passer le débat entier sur les droits d'inscription, mais on est dans un système qui est à la fois pseudo-égalitaire et formidablement inéquitable. Et on est devant le paradoxe suivant. Encore chez nous, et chez nous, je veux dire dans beaucoup d'universités, en tout cas de facultés de médecine de ces universités, une grande partie des étudiants proviennent de familles CSP+. Même si c'est aisé. Même si la tendance est amorcée de voir des familles plus modestes faire entrer leurs enfants à l'université. Et puis après, je voudrais qu'on essaye de ne pas caricaturer. Entre 240,50 € par an de droits d'inscription en France et 62 000 $ par an de tuition fees à Harvard Medical School, il y a peut-être des solutions ou des situations intermédiaires. On aurait simplement des droits d'inscription, je lance le chiffre au hasard, de 1 000 € par an et par étudiant. Pour la majorité des familles qui inscrivent leurs enfants, ils ne verraient pas la différence. Et en revanche, ça permet de constituer un fonds pour fabriquer des bourses. Ces bourses, aujourd'hui, les bourses qui sont données aux étudiants, il y a quelques étudiants boursiers, les bourses ne permettent pas de vivre. Les bourses permettent, à la limite, de survivre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, juste pour ces droits d'inscription, et après je termine, au fond, les étudiants ne nous doivent rien. Et comme ils ne nous doivent rien, ils ne nous donnent rien. Et ça, c'est un point qui est majeur. Et c'est pour ça... Pas d'alumni, pas d'anciens élèves. Et quand on voit en France, la culture d'alumni, où est-ce qu'elle est? Dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, et dans quelques universités très particulières, je pense à Paris-Dauphine, qui n'a plus vraiment qui a un statut bâtard entre université et établissement. Et chez nous, on a un mal fou à faire germer une culture d'alumni qui n'existe dans aucune fac de médecine en France, vraiment. Pierre? Ce que je voulais clarifier, c'est que quand je vous disais qu'un étudiant en master accumule peut-être 100 000 $ de frais en prêt, la moitié de ça sont les frais d'inscription. L'autre moitié, c'est 50 000 $ pour vivre pendant à peu près 1 an et demi du master, pour acheter les livres, son ordinateur, pour payer tous les fils. Tout ça garanti par le ministère de l'Éducation. C'est le président Obama qui a décidé que ce n'était plus les banques privées qui garantissaient ces prêts, mais directement le ministère de l'Éducation. Donc ça vous permet quand même de vivre décemment. Et c'est attractif quand vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, de prendre cette option-là. Donc vous avez une meilleure formation et vous avez pu vivre décemment pendant ce temps-là. Ça veut dire aussi que certains étudiants ont parfois un peu de mal à décider de se graduer. Il faut que je les pousse parce que mon système d'accréditation fait que je dois avoir 85%
d'étudiants qui se graduent dans les temps pour garder mon accréditation. Donc il ne faut pas qu'ils soient tentés d'utiliser ce système trop longtemps. Il faut qu'à un moment, il passe, parce que ce système de prêt garanti par l'État vous permettant de vivre décemment est aussi un mode de vie dans lequel parfois certains s'installent. Hein. D'accord. Alors, on voit une piste qui est en effet autour des droits d'inscription, qui ne semble pas, en tout cas à notre représentant des étudiants, être une ligne forcément rouge si on avait un petit peu de courage politique, c'est ça que j'ai compris. Je voudrais maintenant arriver sur un des deuxièmes piliers des universités que Pierre nous a clairement dit dans le monde entier, c'est la recherche qui finance en grande partie les universités. Alors nous, on a de très bons chercheurs, on se classe dans des positions tout à fait honorables en matière de recherche, surtout en domaine de santé, mais la recherche, ça ne se fait pas à l'université. La recherche, en France, ça se fait au CNRS ou à l'INSERM. Disons qu'il y a deux points. Le premier point, c'est effectivement... Alors là, on restreint sur le champ de la santé. Au fond, on nous assigne 3 missions de soins, d'enseignement et de recherche. Et pour le grand public, mais en fait, le soin, c'est à l'hôpital. Et l'hôpital, ce n'est pas vraiment l'université, sauf que ce sont des centres souvent hospitaliers universitaires ou hospitaliers et universitaires, je ne vais pas ouvrir ce débat-là, et l'université, de fait, est dans l'hôpital. Mais pour le grand public, ce n'est pas clair. Et le deuxième point, c'est que la recherche, comme tu le dis, la recherche, mais c'est l'INSERM, c'est le CNRS, dans le domaine de la santé, c'est surtout l'INSERM. Et au fond, il reste à l'université la tâche de l'enseignement. Et donc, c'est un paradoxe absolument incroyable, puisque l'enseignement supérieur se nourrit essentiellement de la recherche, et on ne fait un bon enseignement supérieur que si on l'alimente par de la recherche. Les hospitaliers, hospitalo-universitaires, les universitaires font de la recherche, et dans le domaine de la santé, il y a un écran, en tout cas dans l'esprit du grand public, la recherche, c'est l'INSERM. Autrement dit, même si on essaye par des sigles de dire que ce sont des unités, que les laboratoires sont des unités mixtes de recherche, université, INSERM, par un curieux processus mental, on élimine, on scotomise le mot université et il reste finalement l'INSERM. Et ça, c'est extraordinairement injuste. Les universités payent une bonne partie des salaires des chercheurs dans les laboratoires de recherche. Et pour prendre j'ai regardé un petit peu précisément ce qui se passe dans l'institut dans lequel je travaille, que j'ai contribué à créer, eh bien, je dirais que les salaires, c'est 3 parties. En gros, un tiers payé par l'université, un tiers payé par l'INSERM et un tiers payé par nous. Et en termes de budget de fonctionnement... Nous, c'est-à-dire ? Nous, c'est-à-dire l'argent que nous allons chercher à travers des contrats et des partenariats. Les universités, nous les universités. Nous, les chercheurs, qu'ils soient universitaires ou INSERM. Mais l'université n'abonde pas le budget de fonctionnement des laboratoires, ou en tout cas, il le fait de manière dérisoire. L'INSERM le fait un peu. Et l'ensemble de ces dotations récurrentes, INSERM plus université dans un laboratoire de biologie lambda, moderne, il est de 15% à tout casser. C'est-à-dire que 85% du budget de fonctionnement, je vais le chercher à travers des partenariats. Je t'arrête un instant, Gérard, juste pour demander à Pierre, mais dans le fond, le NIH se comporte de la même façon. Aux États-Unis, ce n'est pas l'INSERM, c'est le NIH qui finance la recherche. Ils ont aussi des unités, non ? Oui, mais ça ne couvre pas plus entre 10 et 20% de leur budget. Donc au moins 80% des 35 milliards de dollars de financement du NIH vont vers les universités. Et ça, c'est la différence fondamentale. Quand vous allez à Bethesda, c'est grand, mais ce n'est pas énorme. Donc les laboratoires centralisés du NIH sont une part très limitée de leurs dépenses. Et c'est absolument central pour eux que l'argent reparte vers les universités dans l'ensemble du pays. Parce que finalement, pour que leur budget soit voté, il faut que les législateurs des différents États soutiennent ce budget. Donc il faut que ça reparte vers les États. C'est fondamentalement décentralisé. Donc je pense que cette décentralisation
et ce qui rend l'université américaine extrêmement dynamique au niveau recherche. Et le fait aussi que ce n'est pas une allocation à certaines universités, à certains États. C'est un système complètement dynamique qui, comme je le disais, me permet moi à Tulane de décider, demain je vais essayer d'être numéro 1 en malaria ou je vais être numéro 1 en maladies tropicales négligées. Et pour ça, je vais aller chercher les meilleurs chercheurs qui vont me ramener l'argent du NIH qui me permet d'avoir ces labos. Et demain, si je ne suis pas efficace, ils partiront ailleurs. Donc, il faut que je me batte. Mais cette décentralisation, le fait qu'il n'y ait pas plus de 20%, je pense, peut-être moins, du budget qui va dans les programmes intramuros, comme ils les appellent, ça, c'est une différence fondamentale. Et pour moi, ça, c'est un système extraordinaire, vraiment. Alors, quand tu disais, Gérard, que tu pensais que la LRU, la loi sur l'autonomie des universités, n'avait pas été assez loin, est-ce que, par exemple, c'est une des choses que tu aimerais voir un INSERM se transformer plus en une agence nationale de la recherche, c'est-à-dire avoir peu de programmes intramuros et beaucoup plus de programmes de type NIH? Moi, je pensais, peut-être naïvement, qu'on était au début d'une dynamique quand la loi sur l'autonomie des universités a été faite et qu'on allait progressivement voir le curseur se mettre du côté des universités avec ce que tu dis, c'est-à-dire le recentrage de l'INSERM sur une agence de moyens. Ça n'est pas du tout ce qu'on a vu au cours des 5 dernières années, où l'INSERM est extraordinairement tonique, ça c'est bien, et hégémonique, c'est un peu moins bien. Là où la loi sur l'autonomie des universités n'a pas non plus été au bout du job, si je puis dire, c'est ce que vous mentionniez sur la manière dont vous attirez vos chercheurs et vos enseignants. Il y a, aux États-Unis, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, il y a un mercato. Aujourd'hui, les postdocs, brillants, ils sont extraordinairement cyniques. C'est-à-dire qu'ils envoient leur CV à Paris, à Barcelone, à Zurich, à Heidelberg, à Berlin, je reste volontairement en Europe. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Combien me payez-vous? Quelles sont les facilités que vous me faites? Quel est le welcome package? Et nous perdons des candidats parce que nous disons, eh bien, nous n'avons pas les moyens de négocier un contrat de salaire, par exemple. Un professeur, il gagne sur tout le territoire la même chose, quelle que soit sa discipline. Il y a le point particulier des hospitalo-universitaires, peu importe. Mais nous ne négocions pas les contrats de nos enseignants et de nos chercheurs, université par université. On peut trouver ça très bien, on peut trouver ça, au contraire, bridant. Moi, je sais, j'allais dire ès-qualité, pour essayer d'attirer des jeunes dans le milieu académique, que nous perdons des jeunes brillants parce que nous ne sommes pas capables de nous aligner par rapport à d'autres centres européens. Oui, alors j'ai un exemple qui est l'INRIA, qui est l'INSERM de l'informatique et des mathématiques, hein, si je puis dire, l'Institut de recherche dans ce domaine-là, a négocié avec les syndicats, d'une part, et l'État, que les postes qu'ils mettent au concours sont pour partie, non pas des postes de fonctionnaires, parce que ce qui va avec ces bas salaires, c'est le fonctionnariat. On garantit à vie la fonction publique. Là, c'est des postes de contractuels qui sont à double salaire, salaire multiplié par 2, mais pour une durée limitée à 6 ans maximal. Et en fait, ils se sont aperçus que beaucoup de Coréens, beaucoup de Nord-Américains, de Chinois candidataient parce qu'ils ne voulaient absolument pas être fonctionnaires à vie, mais ils voulaient toucher double salaire. Tu penses que c'est des choses qui sont même envisageables à l'INSERM aussi? Il y a un débat de société qui, curieusement, anime les Américains aujourd'hui et pas encore les Français, c'est tout le débat autour de la tenure, c'est-à-dire du poste à vie. Où il y a un mouvement pour le faire reculer en ce moment aux États-Unis. Et nous ne posons même pas la question de savoir si, en France, on pourrait imaginer un statut ou des conditions de travail différentes de « j'entre dans la fonction publique à 35 ans et j'en ressors à 65 ans ». Pour un petit nombre de ceux qui y entrent, je vais dire, c'est à la fois sécurisant et ils continuent à y travailler. Pour une majorité d'entre eux, c'est extraordinairement démobilisant. Donc,
nous avons besoin, nous sommes au bout du statut qui nous a été proposé dans la loi de 58. Hein, et je parle des hôpitaux et de la manière dont on a essayé de faire revenir les médecins dans le secteur public. Donc, à nous d'inventer, et vite, une autre manière de fonctionner. Alors, Michael, je vais vous passer la parole. Juste une chose, à un moment, vous avez envoyé le doyen dans ses filets à propos de la sélection, mais, gentiment, oui. Mais vous n'avez pas répondu vraiment à la question de cet enseignement parallèle qui me taraude. Dans le fond, ceux qui réussissent sont ceux qui payent en médecine. Je vais d'abord répondre à votre question. Alors, tout simplement parce que l'université n'a pas fait le job. Enfin, je veux dire, si des boîtes privées fleurissent comme ça et que tous les étudiants y vont, c'est qu'à un moment donné, l'université ne fait pas le job. Moi, j'ai un conflit d'intérêt ici. Je fais des conférences pour préparer les étudiants à l'ECN. Non, mais je peux le dire sans problème. Et donc, des conférences privées. Mais ça veut dire qu'à l'université, le job n'est pas fait. Mais il est comment? Oui, mais ça commence. Alors, je ne doute pas qu'à Paris Descartes, ça marche très bien. On nous démarche en ce moment, les éditeurs nous démarchent en ce moment pour nous acheter les conférences de préparation aux épreuves classantes nationales que nous faisons tous les samedis matins. Et bon, Paris Descartes n'est pas la France, donc du coup, ce qui se passe ailleurs qu'à Paris Descartes, c'est que ça marche pas bien. Je le regrette d'ailleurs. Très bien. Ma question, c'est... Ce que je veux dire, c'est que ça commence à arriver. Ça commence à arriver, et je vais vous dire, même ceux qui n'ont pas les moyens, quand vous faites la première année de médecine, pour les tutorats, les confs privés, les prépas privés, ils payent quand même. Et ça les met dans des situations extrêmement dramatiques. On le voit avec des fonds d'aide universitaires. On a des étudiants qui sont dans des situations catastrophiques, qui vivent dans moins de 10 mètres carrés, qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc, on a ce paradoxe-là, mais ils payent. Et à un moment donné, donc, il y a eu des solutions associatives, les tutorats, etc., qui commencent à émerger et qui font une concurrence vraiment très intense à ces officines privées. Ça, c'est pour vous répondre à votre question. Peut-être que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, non? Oui, d'accord, ok. Bon. Non, je ne sais pas où vous voulez en venir. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Si on est bien formé, si ça permet de gagner des places au concours, ça a de la valeur. Ce que je veux dire, c'est que l'enseignement universitaire est déconsidéré parce qu'il est gratuit, quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté... dans le fond, les grandes écoles sont payantes. Il y a des Français qui vont dans les grandes écoles. Les universités américaines sont chères et ils ne vont pas dans des cours privés, les étudiants des universités. Est-ce que, finalement, l'enseignement gratuit n'est pas un enseignement qui est déconsidéré? Oui, d'un point de vue philosophique, je vous rejoins un petit peu. Après, il faut mettre psychanalytique, peut-être, on est en séance entre nous. Peut-être ce qui est gratuit n'a pas de valeur pour les étudiants, mais je ne pense pas que nous sommes dans cette perception-là. C'est-à-dire que les étudiants sont là pour avoir le meilleur classement en première année, le meilleur classement derrière en fin de 6e année, et donc globalement, ils font ce qu'il faut pour réussir. Je voudrais revenir sur, la recherche, et deux, l'emploi à vie. La recherche, il y a certaines universités dites de recherche qui participent très fortement et d'autres un peu moins. La recherche, c'est 35%, je crois 35% en moyenne du budget de l'université. La difficulté, c'est de nouer des liens entre les entreprises privées et l'université. C'est-à-dire que la seule vision, et je me souviens quand la LRU avait permis de créer des fondations universitaires pour récupérer des subventions privées des entreprises, les seules réflexions qu'on avait eues à l'époque, c'était de dire « Attendez, il faut aller voir le CAC 40, il faut... » Non, il y a des entreprises locales, des startups, des PME, et elles ont besoin d'étudiants qui sortent et qui ont une vision peut-être un peu différente. Donc c'est ce tissu entrepreneurial-là, local, qu'il faut exploiter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le financement des fondations. Les fondations ont été, sauf pour quelques-unes, un échec terrible. En France, on a essayé de... Les fondations universitaires. Les fondations universitaires. C'est-à-dire, on s'est dit, on va ouvrir des fondations, des milliards d'euros vont venir comme aux États-Unis, on va faire de Paris Descartes la nouvelle Harvard. Et puis, bon, finalement, ça ne s'est pas tout à fait produit. Certaines... c'est plus lent que prévu. C'est plus lent que prévu. Bon, très bien. On voit l'exercice rodé des doyens. Bon, moi, je considère qu'à 5 ans, ça reste quand même un échec. Bon, le problème, on en parlait tout à l'heure, les alumni.
on doit rien à l'université. C'est-à-dire que moi, j'étais vice-président étudiant, j'ai dit, mais attendez, il faut faire des t-shirts avec écrit Paris Diderot, des casquettes, des mugs, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Il y a 0 sentiment d'appartenance. Vous allez à Harvard, pour reprendre l'exemple célèbre, les étudiants d'Harvard, ils ont leur bouquin, il y a écrit Harvard, et je vais vous dire mieux, les étudiants français qui ne sont absolument pas à Harvard, ils ont tous le t-shirt Harvard. Donc, à un moment donné, il faut quand même se poser la question sur l'identité qu'on a par rapport à l'université. Et on est en train de construire des presses à l'époque, des communautés universitaires, où finalement le paysage, l'identité des universités qui n'a pas été développée est en train de complètement changer. Donc on a encore moins d'identité et va se diluer, même si je pense que globalement le regroupement des universités est a priori une bonne solution. Néanmoins, on est en train de perdre cette identité et les étudiants disent bon, ben, j'ai fait, moi j'étais à Paris Diderot, alors je le porte un peu en étendard, mais j'ai fait 4 ans à Reims, j'étais représentant des internes rémois. Voilà, on manque cette identité-là et de dire voilà, on est uniquement dans une université, etc. Je termine sur les emplois à vie. Il faut arrêter. Ah, ça ne nous fait pas rêver. Enfin, je veux dire, c'est fini, hein, ce monde-là. On rentre. Enfin, moi, ça me fait peur, ça m'angoisse. C'est-à-dire me dire, je vais rester sur la même table de mes 30 ans jusqu'à 70 ans. Non, moi, j'ai peur. Moi, c'est mon angoisse. Le drame, c'est que ça n'est même pas douloureux. Il y a peut-être des escarres à un moment donné. Pierre, mais... je vais te donner la parole. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis un grand défenseur de la tenure aux États-Unis, de l'emploi à vie, mais ça ne veut pas dire du salaire à vie. Ah, mais c'est très différent. C'est très différent. À Tulane, on garantit 50% du salaire. L'autre 50% est flexible et dépend des succès au niveau contrat de recherche. Dans certaines universités, en particulier publiques, la tenure veut dire être fonctionnaire d'État et avoir un contrat à vie. Ça pose parfois des problèmes de rigidité. Mais dans beaucoup d'endroits, c'est un contrat entre l'université et les professeurs qui est important. Parce que la liberté académique est quand même quelque chose qu'il faut défendre. Et le système de contrat à vie, qui, encore une fois, ne veut pas dire le même salaire à vie, et certainement pas le même salaire pour tout le monde. Moi, j'ai des différences très grandes de salaire entre les professeurs les plus... C'est une différence considérable avec notre système. Oui, mais quand même, la garantie que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on ne va pas, de manière directe ou indirecte, se faire mettre dehors, et peut-être qu'on gagnera moins, peut-être qu'on aura une vie difficile, mais en tout cas, on pourra survivre. Ça, c'est vraiment très important. Il n'y aurait pas, dans certaines universités américaines, beaucoup de professeurs d'économie marxistes s'il n'y avait pas de tenure. Et ça me semble vraiment important. Donc, je suis un peu vieux jeu, là. Moi, je suis pour les contrats à vie, mais pas les salaires à vie. Je ne voudrais pas qu'on caricature trop mon propos. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du contrat à 0 heure de travail comme ça se fait dans certains pays. C'est pas du tout ça. Je pense que cet égalitarisme aboutit chez nous, parce qu'il est caricatural, aboutit à une inéquité. Et donc, cette part fixe et cette part variable me semble une très bonne piste pour nous, à la fois en termes de réalisme, d'acceptabilité et de motivation. Je voudrais peut-être passer juste sur la dernière mission de l'université, finalement, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'enseignement. Puisqu'elle est quand même au cœur de nos... Oui, la préparation à l'internat, c'est vrai, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Moi, je suis frappé par le fait qu'on nous demande de faire évoluer nos méthodes pédagogiques, et c'est tout à fait naturel, juste pour mettre en adéquation la manière de vivre des étudiants dans leur vie de tous les jours et ce qu'ils reçoivent comme type d'enseignement à l'université. On ne peut pas leur demander d'être le portable à la main en permanence, parce que c'est comme ça qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours, et de rester tranquille 1h30, voire plus, dans un amphithéâtre, avec un Gus qui parle et 300 qui écoutent en faisant... Bon, heureusement, ils peuvent faire leur SMS et éventuellement WhatsApp, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, et on nous demande de faire cet effort de modernisation, j'allais dire de numérisation de l'enseignement. Antoine on pourrait en parler beaucoup mieux que moi. C'est évident, mais c'est très cher.
Et ça ne pourra se faire, et ça ne peut se faire qu'à travers des partenariats. C'est important parce qu'au fond, ce que nous savons vendre en tant qu'université, en tant que faculté de médecine, c'est notre savoir pédagogique. Et nous le faisons. Moi, je vais vous dire, dans ma fac, mes seules recettes sont des recettes d'enseignement du 3e cycle et de formation continue. L'université ne me donne pas 1 centime en termes de budget de fonctionnement. Donc, plus nous serons performants en termes de méthode d'enseignement, plus nous pourrons les vendre dans le cadre de partenariats et mieux nous nous porterons. Alors après, les expériences pédagogiques innovantes, je pense au centre de recherche interdisciplinaire, aux espèces de labos pédagogiques qui existent ici ou là, c'est formidable à petite échelle. Reste à faire la preuve que c'est faisable dans des promotions de 450, ce qui est le cas chez moi. Et donc cette mise à l'échelle, comme on disait dans la table ronde précédente, elle doit encore être mise en challenge. À Tulane, vous utilisez les MOOC, les Massive Open Online Courses, dans les cursus? Non, mais on fait beaucoup d'enseignement digital, beaucoup d'enseignement à l'envers, où tout se fait de manière digitale avant d'être en classe, et en classe, c'est purement de l'interaction. Et du côté des étudiants en médecine, les internes utilisent ce type de formation parallèle et gratuite? Mais on a tout un tas avec en plus l'ECN, donc l'ancien concours de l'internat qui était informatisé, et donc tout se fait sur tablette. Même si ce n'est pas encore utilisé à fond sur les potentiels de la tablette. Mais donc le mode d'apprentissage est en train d'évoluer avec des enseignements en ligne, des conférences en ligne, etc. Et les universités s'y mettent. On a des cours en ligne, des échanges par plateforme avec des enseignants qui se mettent un petit peu à ce nouveau mode de communication. Et puis les étudiants vont chercher d'autres sources sur Internet. Hein. C'est très grand, Internet. Hein. Donc vous mettez sur votre téléphone dans le métro pour rester à Paris le cours de telle université qu'il a mis en ligne, et puis vous avez un cours de néphrologie tous les matins dans le métro. Voilà. Donc on s'adapte assez rapidement là-dessus. Et je pense que les étudiants peuvent être un petit peu peuvent pousser les universités à s'adapter en fonction des nouvelles technologies, ce qui est parfois un peu difficile. D'accord, bah écoutez, merci à vous trois. Je crois que Michael a donné un peu le mot de la fin. Pauvre université, mais riches espoirs. Je vous souhaite une bonne pause pour le café.